Bonjour et bienvenue dans votre chaîne La qualité logicielle. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant et très à la mode, c'est l'AI génératif. Et donc, ce sera une introduction pour les débutants pour savoir c'est quoi l'AI génératif, c'est quoi les LLM et comment les utiliser. Donc là, notre plan d'action aujourd'hui, ce sera le suivant. On va voir tout d'abord c'est quoi l'AI génératif, c'est quoi les LLM, c'est quoi, quelles sont les applications et les différents secteurs où on peut utiliser ce type d'AI, quels sont les avantages, les limites et l'avenir de l'AI. Avant de commencer, je voudrais vous dire que voilà, sur le site, on a mis un article complémentaire que je vous invite à lire. Ce sera un complément de la vidéo. Autre chose, on a commencé à travailler aussi sur un QCM pour vous, que je vous encourage à faire avant de finir la vidéo. Donc voilà, pour savoir c'est quoi les informations que vous connaissez sur les LLM et quand vous aurez fini le QCM, revenez sur la vidéo et comme ça vous aurez une introduction très globale et très complète. Donc là, c'est parti, on travaille sur le site pour vous partager plus de cours, de QCM, etc. Et comme ça, on aura une interaction plus active. Donc voilà. Donc si on revient sur l'IA génératif, l'IA génératif en soi c'est quoi? Donc l'IA génératif c'est juste une partie ou une sous-partie de l'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler de cette intelligence artificielle depuis quelques années, mais l'IA génératif, depuis qu'elle a été entre guillemets popularisée par OpenAI, même si l'IA génératif elle existe depuis les années 80, mais elle a été popularisée dernièrement avec OpenAI. Donc, c'est un sous-type de l'intelligence artificielle qui utilise des modèles mathématiques très complexes pour créer de nouveaux contenus. Donc, ces modèles-là, des génératifs, ils sont entraînés sur des données énormes. Donc, pour apprendre, par exemple, à identifier des patterns, à écrire un texte, à faire pas mal de choses, et aider à la construction d'un nouveau contenu à partir des données qu'on a mis en entrée. Donc là, c'est quoi les LLM ou ce qu'on appelle en anglais Large Language Model? En français, c'est grand modèle de langage. C'est vraiment une sous-catégorie de cet AI génératif. Donc, il a été conçu pour que l'humain puisse communiquer avec l'AI d'une manière assez humanistique, si on peut dire ça comme ça, mais dans un langage où que l'humain il comprend. Par exemple, je vais dire à l'AI, est-ce que tu peux me donner la météo d'aujourd'hui? Donc et là, l'AI il peut aller vérifier les informations et me répondre. Donc voilà, l'humain en soi qui va interagir avec cette AI, il n'a pas besoin de connaissances approfondies sur l'AI ou sur les mathématiques ou rien que ce soit. C'est vraiment, il va parler dans un langage entre guillemets qu'on va appeler naturel et l'IA en soi, l'IA générative, il va lui répondre dans ce même type de langage. Voilà, quelques exemples concrets d'application de l'IA générative. Donc, pour la création d'images, on a par exemple des modèles comme le DALL-E 2, le Midjourney. Le Midjourney est un peu très connu dernièrement. Pour la génération du texte, bon voilà, on a des trucs qui sont assez connus, par exemple du ChatGPT, du Microsoft Copilot, l'IA générative Lio de Brave. Pour la création de musique, par exemple, on a des jukebox pour la construction des produits, par exemple, on a des construction des produits assistés par l'IA, pour les gens qui font du 3D, par exemple, il y a du Autodesk Maya, il y a pas mal de logiciels qui utilisent de l'IA pour assister l'humain à créer des produits. Pour le coding, par exemple, on a GitHub Copilot, on a Tabnine, on a OpenAI Codex, il y a pas mal de modèles, il y a pas mal de AI génératifs, d'applications AI génératives qu'on peut utiliser pour faire pas mal de choses. C'est juste une liste, quelques exemples concrets comme ça, vous savez de quoi on parle. Là, l'application de cet AI génératif, il y a plusieurs types d'applications. Donc là, on donne quelques-unes. Par exemple, la traduction est automatique. On lui donne du texte et lui, il va traduire ce texte, par exemple, de l'anglais en français, de français en arabe, de français en hindou, je sais pas quoi. Mais voilà, il va permettre cette traduction automatique. Par exemple, les gens qui utilisent la captcha automatique de YouTube, donc là, c'est vraiment YouTube qui va faire la transcription de la vidéo en même temps, il va faire la traduction automatique de, de ce texte-là.
Donc voilà, c'est pas nécessairement de l'AI génératif dans le cas de YouTube, mais d'une manière générale, si vous utilisez du Copilot de Microsoft, vous pouvez lui donner un texte et lui demander de traduire ce texte-là à un langage que vous voulez et il va vous aider à la traduction de ce texte. Donc, par exemple, la rédaction, vous pouvez demander à l'AI génératif de générer des articles, par exemple des articles sur des événements, etc., des rapports, des scripts, des poèmes, et même du code informatique. Donc, tout cela va dépendre, bien sûr, des données que vous avez données en premier, donc sur lesquelles l'AI a été entraîné, et il va pouvoir vous générer pas mal de choses. Donc, il peut répondre à des questions, donc vous pouvez lui parler comme vous parlez avec un autre humain, donc lui donner des questions, et lui, il va vous répondre de manière que vous allez comprendre. Par exemple, des chatbots, on a pas mal la prolifération des chatbots, par exemple. Donc là, vous demandez quelques informations et lui, il va répondre. Par exemple, les chatbots, admettons que vous avez l'application pour votre source d'énergie, par exemple l'électricité. Donc là, vous avez des remarques, des questionnements sur les prix ou je sais pas quoi. Donc là, vous pouvez demander au chatbox et lui, il va vous répondre avec les informations selon les données qu'il a. Donc vous pouvez aussi lui donner pas mal de textes, donc un livre par exemple, et lui demander de résumer ce texte-là, et il va vous résumer et il va vous donner les informations importantes. Et par exemple, dernièrement, il y a YouTube qui travaille sur ça, par exemple, il donne un résumé sur les commentaires qu'il y a sur une vidéo. Et ça, je pense, c'est plus pour les créateurs. Je sais pas ce que ça va être aussi pour les utilisateurs, mais pour les créateurs, il y aura une partie où ils auront un résumé sur tous les commentaires qu'il y a sur une vidéo spécifique. Donc les créateurs de contenu, donc voilà, il peut générer des histoires, il peut générer des scénarios, des dialogues, vous aider à générer des PowerPoint, vous aider à générer des scripts pour des jeux vidéo, pas mal de choses. Donc les applications sont assez vastes et ça permet de toucher pas mal de choses. Donc là, on va voir des exemples assez concrets. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec l'IA générative dans mon boulot, j'en parlerai un peu plus loin, mais là, je vais vous montrer des exemples assez concrets que des entreprises ils utilisent dans la vie réelle. Donc là, tous ces liens, par exemple, le lien du site web, le lien du QCM, le lien de ces vidéos YouTube, vous l'aurez en description et le lien des vidéos, vous l'avez déjà dans le PDF que je vais partager. Là, prenons par exemple, là, juste pour vous donner un contexte, c'est Dreamforce, c'est le keynote annuel de Salesforce. Salesforce, pour les gens qui ne savent pas, c'est un CRM très utilisé dans le monde professionnel pour avoir des informations, voilà, ça sert à rien pour la gestion des relations clients. Donc là, le contexte, c'est le monsieur, il va parler à un AI pour changer un blazer qu'il avait acheté pour prendre une autre taille. Donc là, je vais juste faire passer un passage. Je vous laisse la vidéo en description. Vous pouvez aller voir la vidéo en tout entier ou juste la partie où il y a l'AI. Mais sachez que la partie où il y a l'AI, c'est à partir de la 52e minute. Donc là, et je vous laisse avec la vidéo. Agentforce agent, they call her Sophie. Let's give Sophie a call and see if the experience is any different. Hi, I'm Sophie, your Fox AI assistant. How can I help you today? Yeah, hey Sophie, this is Patrick. I'm wondering if you can help me with my most recent order. I think I might have got the wrong size. I'm sorry to hear that, Patrick. I'd be happy to help. Is this about the Saks Fifth Avenue Collection cashmere baseball bomber sweater you purchased on September 9th? Yep, totally is. That's the one. I tried it on and I think it's just a little bit tight. I'm sorry the sizing didn't work out. Vous voyez, là, donc, l'AI, il va parler d'une manière assez, dans un langage que l'humain peut comprendre, et on a une sorte de conversation que vous aurez avec l'AI pour, par exemple, dans ce cas-là, changer son blazer.
Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est très intéressant comment ils vont ajouter des trucs, etc. Mais voilà. Le deuxième exemple, on va voir par exemple de GitHub Copilot. Donc là, c'est une vidéo de développeur Digest. Bon, je vais montrer juste une partie pour que vous puissiez voir par exemple comment GitHub Copilot essaye de donner du code aux développeurs et lui, il va choisir So the way to do this is hold the option key and then use the closing brackets on each side. So you can go back and forth through the suggestions and see if there's one that accurately depicts what you're trying to do. If you don't like any suggestions, you Donc là, ce qu'on a vu, par exemple, là, il y a eu plusieurs suggestions de l'AI, de GitHub Copilot, et donc lui, il a choisi celle qui l'intéresse le plus, donc pour l'aider à construire son code. Donc là, je vous laisse aussi la vidéo que vous pouvez aller voir. Et là, on va voir un autre exemple, par exemple celui de Brave, Leo. Et donc là, hop, j'attends juste que ça charge, et on va prendre un autre exemple. Donc, admettons. Donc là, c'est une barre de recherche. Et là, par exemple, on va dire, c'est quoi la météo, j'en sais rien, à Paris demain. Voilà. Donc là, si on fait une recherche normale, il va juste nous donner les informations. Bon, voilà, il récupère les informations. C'est une recherche normale que vous faites tous les jours. Mais il y a un bouton ici, donc Answer with AI. Et là, quand vous cliquez dessus, lui, il va vous générer, voilà, comme vous voyez, il génère du texte. Donc, vous pouvez lire et il vous donne un peu plus de détails. Donc, voilà, il vous dit selon les données, voilà, on attend une journée avec des pluies, voilà les chances de la précipitation, etc., etc. Vous pouvez demander des informations un peu plus complexes. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir répondre ou quoi. C'est quoi la Dreamforce, par exemple. On va voir est-ce qu'il va nous répondre ou pas. Donc là, je vais faire voilà et voilà. Et là, il nous a répondu. Juste sachez que pour Brave AI, il répond en anglais parce que je pense qu'il est entraîné en anglais, mais on va voir avec d'autres AI que on pourra avoir des réponses en français ou en autre langue de toute façon. Donc voilà, donc lui, voilà, il a cherché des informations sur Internet et il vous a écrit un petit paragraphe expliquant c'est quoi Dreamforce. Donc voilà, Dreamforce is a most influential annual conference hosted by Salesforce, a global leader in customer relationship management technology. Donc voilà, donc je vous dis juste que c'est la conférence la plus grande et la plus influente dans le monde et qui est hostée par Salesforce, qui est un des plus grands CRM au monde. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez aller vérifier et tester pas mal de choses avec. Donc voilà, il y a des recommandations, il y a des choses qu'il faut faire attention. On parlera de ça dans la partie les limites. Mais voilà, je vous invite à aller, par exemple, utiliser le Brainlio ou autre LLM qui vous intéresse et pour voir qu'est-ce que vous pouvez en faire avec. Donc là, on va utiliser le dernier, c'est le Google Gemini. Donc, on va essayer de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec le Google Gemini. Donc là, pour le Google Gemini, il faut savoir que vous avez besoin d'un compte Google. Donc là, vous entrez votre compte Google, vous le reliez avec Google Gemini et vous pouvez écrire. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est en anglais. Toutefois, je peux venir ici et lui écrire, peux-tu me donner une application de météo, écrite, j'en sais rien, en JavaScript, HTML et CSS par exemple. Donc voilà. Donc vous pouvez lui écrire ça, il va vous répondre. Je ne peux pas donner une application de météo directement écrite en blabla. Et cela nécessite de fournir un grand nombre de fichiers de code, blabla. Il va écrire, il va vous répondre. Par exemple, dans ce cas-là, il ne peut pas nous donner toute l'application. Mais on peut demander autre chose. Peux-tu me donner le code pour une application web
ou on va dire une page web, allez, une page web d'une to-do list en JS, HTML et CSS. On va voir est-ce qu'il va nous donner le code. Voilà, donc par exemple dans ce contexte-là, il nous a donné le code. Je vous mettrai un autre lien ici, c'est le jsbin.com. Et voilà, ce lien nous permettra, à vrai dire, d'exécuter notre code juste pour vérifier. Une note et un truc que je veux dire, bon là, ce qu'on va tester là maintenant, c'est vraiment des trucs assez simplistiques, etc. Mais si vous jamais utilisé des LLM pour vous aider à générer votre code, que ce soit du Gemini, du GitHub Copilot ou peu importe, on s'en fiche, du Deven, peu importe. Le truc, c'est qu'il faut faire attention au code, c'est parce que pas tout le code qu'il vous donnera, ça dépendra des complexités, etc. On parlera de ça dans les limites, mais ça, il pourra vous générer des codes erronés ou générer des codes avec des failles. Ici, vous voyez par exemple sur le code Google, il use code with caution et là, si vous cliquez ici, vous allez partir dans une page FAQ où il y a pas mal d'informations que vous pouvez lire. Bon, là, allez, on va essayer d'utiliser notre code. Donc là, on est sur le JSBin. On va prendre la partie HTML, on va le mettre dans l'HTML. On va prendre la partie SSC, donc voilà pour le style. On va le mettre dans la partie SSC. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ces langages, etc., vous pouvez juste faire comme moi. Et comme ça, juste, ça va vous donner un exemple de la puissance de ces LLM. Et là, on pourrait voir ces informations. Donc là, on va faire comme ça. Donc là, c'est notre application. Et là, on va ajouter une tâche. On va dire tâche 1. Voilà. Ajouter. Donc là, c'est la tâche 1. Ici, j'en sais rien. Tâche 2. Voilà. Et après, ici, vous pouvez revenir sur la tâche 1, la tâche 2 et ajouter d'autres informations. Bon, voilà, hein, le code en soi, ce que j'ai demandé, c'est très simplistique. Le code en soi, il nous a pas mis vraiment des choses très, 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 comment dire, très, très complexes en soi. C'est juste des trucs assez simplistiques. Donc, voilà. À juste ajouter des tâches dans la to-do list. Et même là, qu'on voit, par exemple, si je clique sur la tâche 2, on pourra même pas la supprimer, de toute façon. Donc voilà, mais c'est juste en utilisant plus de prompts. Donc là, vous pouvez affiner à chaque fois et affiner jusqu'à qu'il vous aide à écrire ce dont vous avez besoin. Donc, autre chose, vous voyez ici, il donne des explications de ce qu'il a fait sur les fonctions, etc. Donc, c'est pas mal expliqué, etc. Et il vous dit, voilà les sources. Donc, voilà les sources qu'il a utilisées pour vous générer le code que vous avez vu avant. Donc voilà, donc ça c'est voilà, c'est assez intéressant de voir des choses comme ça. Et voilà, je vous invite vivement à aller utiliser, à aller vérifier des choses quoi vous-même et aller faire des prompts et voir qu'est-ce que vous pouvez sortir comme résultat. Voilà, la dernière chose qui est le Hugging Face. Et là, le Hugging Face, c'est quoi? C'est un site web où il y a une grande communauté de gens enthousiastes par du AI, des chercheurs, etc., avec plein de modèles qui sont dans la plupart open, open que vous pouvez utiliser. Ce sont vraiment des modèles déjà entraînés. Vous pouvez voir, par exemple, là, il y a du OpenAI Whisper, il y a du NVIDIA, il y a pas mal de choses. Vous pouvez sélectionner le modèle par rapport à votre utilisation, image to text, depth estimation, image classification, bon, peu importe. Et là, vous aurez pas mal de modèles, désolé, par exemple du Beta Ollama, pas mal de choses qui sont intéressantes que vous pouvez prendre et mettre dans votre machine à vous et les utiliser depuis votre machine de manière indépendante et de manière locale et pas avoir à la connecter sur Internet. Et que, autre chose, vous pouvez utiliser ces modèles-là et les réentraîner avec votre data. Donc là, par exemple, ici, vous avez pas mal de datasets que vous pourrez, par exemple, voilà, des datasets qu'ils ont utilisés pour entraîner, par exemple, le modèle
je sais pas quoi avec la data du Mozilla Foundation, du Hugging Face, H4 Ultra Feedback. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes que vous pouvez voir. Et ici, vous pouvez voir aussi les licences. Et donc là, vous pouvez utiliser ça de manière voilà, indépendante sur votre PC, et utiliser même la réentraîner avec votre propre data. Mais là, on entre dans un domaine un peu plus complexe et vous avez besoin de plus d'outils, etc. Parce que vous faudrait des cartes graphiques assez puissantes pour faire ça. Il faudrait pas mal de choses qui sont que potentiellement, peut-être vous avez ou vous avez pas, je saurais pas dire, mais il y a des au-delà de au-delà de la technique et euh, techniquement comment vous montrez la chose, il y a aussi financièrement parce que ça va consommer beaucoup d'électricité, ça, vous avez besoin de cartes graphiques, etc. Donc voilà, donc je vous invite aussi à aller faire un petit tour dans le Hugging Face. C'est une très grande communauté où vous pouvez avoir pas mal de choses, des modèles, des datasets, etc. Et des trucs que vous pouvez utiliser vous-même en local. Bon voilà, donc là, revenons à la présentation. Donc là, on va parler un peu de quelques avantages des LLM. Donc comme on a pu voir, donc, ils ont une compréhension profonde du langage naturel de l'humain. Donc ils comprennent le langage naturel, et ils comprennent un peu les nuances. Donc voilà, ils peuvent générer des textes créatifs. Donc si vous demandez de générer une histoire, ils peuvent vous générer une histoire. La traduction automatique, dont on a parlé, par exemple. On a l'aide à la recherche, les résumés des textes aussi, et les recommandations personnalisées. Donc si on prend un modèle, je vais donner des exemples assez concrets. Si on prend un modèle et on l'entraîne avec notre propre donnée à nous. Donc, c'est nous qui l'entraînons, etc., avec notre propre donnée. Donc là, les recommandations seront plus personnalisées par rapport à notre propre donnée à nous. Bah, comme je disais au début de la vidéo, moi, j'ai eu la chance de travailler avec ça. Donc là, aujourd'hui, je travaille sur l'automatisation des tests sur des Salesforce, plus d'automatisation des tests sur des API, etc. Et donc, on utilise des LLM aussi pour essayer d'aider à certaines tâches. Et ces LLM sont entraînés sur les données de la boîte, et uniquement les données de la boîte. Et voilà, en utilisant ces données de la boîte, on a des recommandations personnalisées de, par exemple, quand on veut faire des refactors, etc. Ça nous aide parce que on a juste les informations de la boîte et des recommandations qui sont personnalisées par rapport à ça. Et on n'utilise pas les données qui viennent d'Internet, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'outils qui sont avec des datasets qui t'appartiennent à toi. Donc dans notre cas, voilà, on l'utilise voilà. Et ça peut nous aider, comme on va parler dans les limites, ça peut ne pas nous aider, mais c'est très intéressant de voir ce genre de choses parce que bon voilà, c'est ce que les boîtes elles veulent là maintenant pousser de plus en plus à utiliser ce genre d'outils, Donc même dans le monde des tests logiciels, comme je disais. Pour les automatisés, on l'utilise pour voilà pour aider à créer des scripts, etc. Donc c'est pas toujours le meilleur outil au monde, mais ça permet d'avoir des recommandations et d'avancer un peu. Donc et voilà, et là par exemple le dernier point dont on va parler, c'est le développement des nouveaux styles, par exemple pour les gens qui écrivent beaucoup de livres, etc. Et ils veulent tester de nouveaux styles, ils peuvent demander par exemple que l'LLM, il leur réécrit leur texte ou leur histoire d'un autre style et s'inspirer de ça. Donc, les limites. Là, les limites, c'est les hallucinations. Si des gens, ils avaient vu il y a quelques années, quand Google, ils en ont montré en première fois leur leur AI génératif, bah, il a donné des informations incorrectes. Ça, c'est normal.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens d'IA génératif, ils ont un grand problème, c'est qu'ils peuvent pas vous générer de l'information qui sort au-delà de la dataset qui a été utilisée. Donc, si la data qu'ils ont utilisée s'arrête par exemple en 2021 et vous lui demandez c'est qui a, j'en sais rien, l'équipe de foot qui a gagné la Coupe du Monde, j'en sais rien, de 2024, ben, ils sauront pas. C'est simple, ils sauront pas, il va pas pouvoir inventer, il n'a pas l'information. Donc, et comme ça. Donc, ce, ce genre d'IA générative, ce genre d'LM, parfois ils génèrent des informations fausses, absurdes, et c'est à cause voilà, de la data où ils ont été entraînés, ou que ce soit qui n'est pas suffisante, que la data elle soit erronée. Par exemple, moi, je donnerai un autre exemple assez concret. Il y a Microsoft, il y a quelques années, ils avaient lancé sur Twitter un AI génératif. Et bon, voilà, cet AI génératif s'entraînait avec les tweets que les gens lui faisaient. Après 24 heures, ils ont dû l'arrêter pour la simple et stupide raison qu'il y a des malins qui sont amusés à aller donner des informations erronées, des propos très racistes et vraiment des propos de Hitler. Et donc, voilà, l'IA est devenue, à force de s'entraîner sur cette donnée-là, il est devenu raciste et il devenait envoyer des données qui sont assez problématiques. Donc là, manque de connaissances en temps réel, c'est ce qu'on est en train de dire, parce que c'est AI, ils sont entraînés sur de la donnée, et la donnée pas nécessairement donnée en temps réel. Voilà, on montrait le modèle, puis on commence à l'utiliser. Donc, et vu que voilà, le monde il a changé entre temps, donc la donnée, voilà, il a une date de limite, et donc parfois la donnée, l'information qu'il a, il est obsolète ou quasiment incorrecte. Donc la complexité des tâches. Donc, je vais prendre l'exemple de mon travail moi. Donc, il y a des tâches, par exemple, admettons que je travaille avec une API, et peu importe l'API, admettons que je travaille avec une API, justement de me créer ou de me générer des cas de test. Donc, ça, il va savoir faire du panier général. Mais après, s'il y a des subtilités très spécifiques ou une complexité de cette API-là, et là, ça va devenir très complexe. Cette tâche-là, elle va devenir très complexe pour l'LM. Déjà, il faut que je lui donne des informations de l'API, lui donner la donnée, qu'est-ce qu'elle fait l'API, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait, etc. Et pour qu'il puisse m'aider à générer ces cas de test, quoi. Et après, si cette API, j'en sais rien, de se connecter sur une autre API pour récupérer d'autres informations, se connecter sur une autre base de données, notre base de données pour récupérer notre information, combiner tout ça, l'envoyer notre API. Donc voilà, j'essaie juste de donner un exemple un peu absurde et faire un peu la complexifier la tâche. Donc là, l'IA générative, il n'arrivera pas. Ça devient très complexe pour lui comme tâche. Et donc, un dernier pas dont on va discuter aussi, c'est la sensibilité au biais. Ces modèles-là, ils sont entraînés sur les données. Et ces données, on va lui donner des données qui originent de l'humain. Ces données ils peuvent être biaisées d'une manière ou d'une autre. Même inconsciemment, on peut lui donner des données biaisées, même si on ne le veut pas. Et là, ça peut entraîner de la génération de contenus discriminatoires ou offensifs. Si on prenait l'exemple de Microsoft dont j'ai évoqué il y a quelques minutes, c'est normal. On lui donne que des propos racistes, etc. Il va nous régurgiter ce qu'on lui donne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles-là, c'est pas de l'IA prédictif. Hein. On prédit pas l'avenir, on prédit pas ce qui va se passer, rien du tout. On régénère de l'information d'une autre manière. Donc, c'est pour ça, par exemple, si vous lisez un peu sur Internet, si vous voyez un peu, il y a pas mal de problématiques avec les droits d'auteur, etc. Parce que quand on lui donne ces informations, par exemple, on lui donne des peintures ou des images qui appartiennent à des auteurs qui n'ont pas nécessairement donné leur accord pour que leur art soit utilisé par un algorithme. Donc voilà, quand l'algorithme il va régurgiter un truc
qui est peu original, qui ressemble un peu à les données qu'il a utilisées, bon voilà, il y a ces problématiques-là. Bon, voilà. Donc, c'est ces limites qu'il faut prendre en considération. Donc, si vous utilisez ces modèles-là, ces LLM, ces AI génératifs, il faut faire très attention à revérifier les sources. Si vous l'utilisez, par exemple, j'en sais rien, pour l'aide à la création de contenu, etc., il faut faire très, très attention à sur le contenu que vous utilisez, vous avez le droit de l'utiliser, etc. Donc, il y a vraiment des limites qu'il faut prendre en considération. Et voilà. Après, vous pouvez vous faire plaisir, utiliser ces modèles, améliorer les prompts, parce que le texte qu'on envoie à ces modèles-là, c'est des prompts, améliorer les prompts que vous pouvez envoyer pour avoir des réponses très précises et qui correspondent à ce que vous cherchez, etc. Voilà. Donc là, il y a aussi des limites techniques. Et là, c'est un peu très complexe parce que ces modèles-là, si on prend par exemple Olama, c'est le modèle de Meta. Donc, il a été entraîné par Meta, c'est Facebook, hein, c'est la boîte Facebook, donc qui ont été entraînés avec des données que Facebook a données à ce modèle-là. Donc, mais toutefois, ces modèles-là, ils sont très, 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 très coûteux à entraîner. Vu la quantité énorme de cartes graphiques qu'on doit utiliser et en termes d'énergie. Hein. En termes d'énergie, ça bouffe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour entraîner ce genre de modèle. Juste, je prends un exemple de ma tête, juste un data center pour faire fonctionner ce genre de modèle, pour les entraîner, je pense que ça coûte dans la journée, si je me trompe pas, je vous dis l'information juste de ma tête parce que je n'ai pas préparé cette information à l'avance, mais si je me rappelle bien, un data center comme ça, il va par exemple faire dégager la même quantité de CO2 qu'une voiture elle va faire tout au long de sa vie, quoi. Donc ça vous donne une idée de combien d'énergie on va dépenser pour pouvoir produire ce genre de CO2. Et c'est énergie Renault pour la refroidissement, pour refroidir ces data centers. Et voilà, il y a un grand coût d'énergie, un grand coût monétaire que les boîtes doivent supporter avant d'entraîner ces modèles-là, avant qu'ils peuvent être utilisés. Donc, c'est vraiment de l'investissement à l'avant. Et après, il faut voir est-ce qu'ils peuvent faire un avec des abonnements sur les AI ou je sais pas quoi. Mais voilà, vous avez une idée maintenant de cette limite technique. Autre difficulté, c'est la difficulté d'interpréter les résultats. Donc, parfois, il y a une grande difficulté à interpréter les résultats si les modèles sont très grands et très complexes. Donc, le problème de l'IA générative, c'est que les modèles qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui sont des gros modèles, que ce soit du OpenAI ou peu importe, du ChatGPT ou peu importe, ils sont des gros modèles et des modèles très complexes et parfois les résultats sont très très compliqués à interpréter. On ne saura pas facilement interpréter les résultats. Et il y a la question éthique dont on a parlé un peu en avant, donc sur la protection de la vie privée, sur la désinformation, sur la dépendance humaine à l'égard de l'intelligence artificielle. Voilà, par exemple, sur ce dernier point, admettons les gens qui utilisent toujours du Waze, ils ne peuvent pas se situer eux-mêmes géographiquement. Ben là, c'est très complexe, parce que le jour, il n'y a pas les téléphones pour n'importe quelle raison, ou juste la simple raison qu'il n'a pas chargé son téléphone aujourd'hui, bon voilà, il n'a plus accès à Waze et bon, il sera perdu. Et là, c'est un très grand problème, c'est cette dépendance. Par exemple, les développeurs qui ont commencé à utiliser des LLM ou voilà, des testeurs automaticiens qui ont commencé à utiliser des LLM, mais qui s'appuient très très fort sur les LLM, eh ben, ils risquent un jour d'être très dépendants. Ils risquent voilà, d'être très dépendants, d'oublier des informations, etc. Les LLM en soi, c'est vraiment des bons outils à utiliser, mais voilà, c'est des outils à utiliser avec modération. Les utiliser quand c'est nécessaire de les utiliser, pas les utiliser tout le temps. Parce qu'après,
si tu sais travailler qu'avec ça, bah, tu sauras plus travailler d'une autre manière. Moi, je sais par exemple, dernièrement, il y a des entretiens dans notre entreprise et je sais qu'il y a une personne qui a demandé à ce que lors de l'entretien de développement, elle a passé un entretien de développement, lors de l'entretien d'utiliser de l'AI génératif. Et là, vous voyez, c'est vraiment très audacieux de sa part et très prétentieux de toute façon. Mais là, on essaie de voir sa capacité. Oui, notre boîte, elle utilise ce genre d'outils. Pas de souci. On l'utilise, on a notre propre données, etc. Avec quoi ils sont entraînés. Et voilà, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que si la personne n'essaie pas à répondre à la plus simple question, à la question la plus simple avec euh, de ses propres connaissances et de ses propres expériences et apprentissage, ben, il ne saura pas vérifier, par exemple, ce que lui a donné le LLM et est-ce qu'il est bon ou pas. Et la deuxième problématique, c'est que certaines questions, bah, comme on a parlé dans les limites, bah, certaines questions que le LLM, il ne pourra pas lui donner une réponse concrète. Et bah, on a vu, par exemple, l'exemple tout à l'heure qu'on a vu, quand je lui ai demandé de me donner une application de météo, bah, il a répondu bah, c'est trop de choses, etc. Je pourrais pas donner, détailler un peu les informations. Je pourrais aller utiliser beaucoup plus de prompts, etc. pour essayer de affiner, etc. jusqu'à ce que je lui fasse faire le travail. Sauf que, bon, voilà, comme ça va prendre un peu plus de temps de faire ça. Et si je suis développeur et je comprends pas le code qu'il a généré, bah, il y a un problème parce que je ne saurais pas tester. Je pourrais mettre, par exemple, des failles de sécurité, par exemple, des cryptes privées que j'exposerais, qu'il ne faudrait pas exposer, etc. Donc, il faut faire très, très attention à la dépendance à l'égard de ces outils-là. Donc, vous pouvez les utiliser, oui, mais moi, je dis utiliser avec modération et ne soyez pas dépendant de ces outils. Donc là, l'avenir de ces modèles-là, de ces LLM, donc c'est avoir des modèles un peu plus petits et plus efficaces. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les modèles qu'on a aujourd'hui, c'est des grands modèles complexes qui sont gourmands de ressources. L'idée, c'est d'avoir des petits modèles qui sont un peu plus compacts, et plus efficaces, qui sont peu gourmands, que vous pouvez par exemple utiliser sur votre téléphone ou votre PC sans avoir pété votre budget d'électricité parce que voilà, le modèle, il a bouffé trop de ressources. La multimodalité, donc là, c'est plus l'évolution de la compréhension, de la génération de contenu où il y a de l'image, du texte, la vidéo, etc. Bah déjà, si on revient sur la génération d'images, on a vu pas mal de fois que l'AI génère, par exemple, une main avec 6 doigts ou 7 doigts ou un truc comme ça, ou la main qui est découpée en deux, t'as les doigts en bas, mais la main en haut, et voilà. Donc, on peut, l'idée c'est de l'avenir de faire évoluer ça et faire l'amélioration de ces outils et l'amélioration du contenu où on intègre plusieurs choses. Donc, le texte, l'image, la vidéo. Donc, voilà. Le raisonnement causal, donc là, c'est vraiment les rendre capables de comprendre la relation de cause à effet, permettre mieux de répondre à des questions très complexes et de prendre des décisions un peu plus claires. Bah, des questions très complexes, si je donne un exemple, c'est par exemple résoudre des problématiques où aujourd'hui ils sont capables de faire. Par exemple, l'exemple que je donne tout à l'heure, si je lui demande de me créer une application de météo, il va me créer l'application de météo, il va me dire non, c'est complexe, il me faudrait pas mal de choses, etc. Donc là, par exemple, l'assistance personnalisée, donc ça s'améliore et on voit beaucoup de chatbots un peu personnalisés qui vont utiliser vos données pour vous répondre. Par exemple, si vous parlez avec le chatbot de votre
fournisseur d'électricité, il va utiliser les données de vos contrats, etc., pour pouvoir répondre, etc. Si vous continuez de voir la vidéo de Dreamforce, là, ce que je vous montrais tout à l'heure, donc là, vous allez voir que l'assistante, ils vont ajouter des modèles en live et elle va utiliser toutes les informations qu'elle a pour, par exemple, proposer la taille qu'elle pense qu'elle est la meilleure pour la personne et l'aider à se faire livrer rapidement en lui envoyant l'article qu'il veut dans un magasin qui est près de lui et comme ça il pourra avoir l'article plus rapidement que s'il attendait 5 jours qu'on lui envoie l'article. Voilà. Donc, création de contenu automatisé. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui utilisent, si vous regardez sur YouTube, etc., il y a pas mal de gens qui utilisent ce genre d'outils pour faire des créations de contenu, etc. L'idée ici, c'est vraiment de l'automatisation de tout ça et que l'AI soit capable d'écrire des articles, des scripts, de tout. Voilà, il deviendra de toute façon plus courant et il va de toute façon transformer les industries créatives et l'idée, voilà, c'est d'automatiser tout ce process-là. Le développement des médicaments, donc l'AI générative est déjà utilisé pour consommer pas mal de données de recherche dans le domaine des médicaments pour aider les chercheurs à analyser toutes ces données-là. L'idée là, c'est d'aller un peu plus loin et de rendre ça plus dédié, plus spécifique et avoir plus un impact. Et on sait par exemple, juste un exemple assez concret, pas nécessairement dans le médical, mais on sait par exemple dans le mapping de l'Antarctique, juste la dernière année, il a été mappé plus de choses que l'humain a pu mapper. Il y a je sais pas ce qui s'appelle des hiéroglyphes, mais les dessins qu'on voit là, par exemple, dans le sol, juste l'année dernière, je pense qu'il y a eu de 3000 de plus, parce que les chercheurs, ils ont utilisé l'IA générative qui leur a aidé à consommer pas mal de données, de photos, etc., pour trouver ces informations-là. Et 3000 dans l'année, c'est beaucoup parce que l'humain, il trouvait, je pense, une quarantaine, une cinquantaine par année, au maximum. Donc voilà. Donc ça donne vraiment une idée assez concrète de ce que ces outils peuvent faire et en quoi ils peuvent nous aider en prenant en considération toutes les limites dont on a parlé. Donc l'éducation aussi, bon voilà, c'est vraiment l'éducation un peu plus personnalisée. Et donc à chaque fois, on va donner, par exemple, les données de l'étudiant suite, par exemple, à des exercices, je sais pas quoi. Et là, les AI vont produire des exercices à l'étudiant ou produire du contenu éducatif afin d'aider l'étudiant dans la partie qu'il ne maîtrise pas. Donc, admettons que, par exemple, une personne qui fait des mathématiques, elle est très nulle en logarithme, donc l'AI va générer des exercices, des cours, etc. pour l'aider à améliorer la partie logarithmique, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est des pistes sur l'avenir des LLM. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs boîtes qui travaillent sur ça. Donc il y a plusieurs boîtes qui font des choses différentes, des choses complémentaires, etc. Mais voilà, vous avez une idée de ce que pourront faire potentiellement ces modèles-là dans l'avenir. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un like, un commentaire, de visiter notre article et notre QCM et de nous laisser des commentaires et interagir avec nous pour dire qu'est-ce que vous avez pensé des améliorations sur le site où on va commencer à poser des QCM et des cours, etc. Donc, n'oubliez pas tout ça. On est là pour vous et à la prochaine vidéo.